Jean Giono, la lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix. Confusion sur les possibilités de la violence. Bien sûr, que pouvez-vous faire dans l'état où vous êtes, sinon ces grands gestes de convulsion paysanne qui, un peu de partout et de tous les temps, ont ensanglanté les parois de l'histoire, et où vous êtes d'une force terrible et invincible. Mais rien ne s'arrange par la force, et la plus invincible est vaincue quand elle s'arrête. Qui se bat est toujours vaincu des deux côtés, ce n'est qu'une affaire de temps. La victoire ne dure même pas le temps de hurler son nom. Le plateau de balance est déjà en train de remonter du côté du vaincu. Vous pouvez essayer de le maintenir de toutes vos forces, en bas, dessous. C'est comme si vous essayiez de faire changer de plan à une roue qui tourne. Faites tourner la roue libre de votre bicyclette, puis essayez de la coucher. Vous verrez comme c'est difficile. C'est une loi physique. On ne peut pas y échapper. Lisez l'histoire. Tous les vaincus sont redevenus les maîtres de leurs vainqueurs. C'est une loi physique également, et on ne peut pas plus y échapper. Le plateau de balance remonte. Si ce n'est pas d'une façon, c'est d'une autre. Goût du sacrifice, excellence de la civilisation, exaspération de la force, vitalité naturelle. Il remonte jusqu'à être égal, puis jusqu'à dépasser, et la situation se retourne, pour recommencer. À quoi bon se battre pour être toujours vaincu, et être toujours obligé de recommencer? C'est une loi naturelle à laquelle on ne peut pas échapper, et qui règle le sort de toutes les batailles et de toutes les guerres. Conquête, défense, guerre civile, guerre de religion ou d'idéologie. Dès que la violence cesse de s'exercer, elle est vaincue. Ne serait-ce que par la chose la plus tendre ou la plus faible. La génération qui commence sa vie tout de suite après que l'exercice de la force s'est arrêté et qui à partir de là grandit naturellement avec une force différente et entièrement nouvelle. La force ou la violence ne peuvent pas échapper au règlement des lois physiques. Elles ne peuvent pas avoir un exercice à forme continue. Même en admettant que plusieurs générations soient employées à soutenir l'usage de la force et de la violence, elles auront comme tout un exercice à forme ondulante. Autrement dit, il y aura des hauts et des bas. Ce ne sera pas régulier. Il y aura des moments de faiblesse, des sortes de repos, où les forts et les violents, se disant qu'ils ont tout écrasé, se reposeront, peut-être même sans relâcher l'épée, mais feront repos, ne serait-ce qu'un quart de seconde, peut-être même pas, parce qu'ils sont fatigués, mais seulement pour voir comment ça marche, tout ce travail de violence qu'ils font. Ce quart de seconde, vous voyez que je fais la partie belle, en réalité ils s'arrêteront beaucoup plus que ça, est le signe de leur défaite. Dans le monde, dans l'univers même, aucune force ne peut continuer sans arrêt. Comment pouvez-vous croire que la vôtre peut le faire? Voilà ce que signifie ce quart de seconde. Dans le cas d'une force qui serait soutenue par des générations successives, dans tous les creux de ces ondulations de faiblesse naîtraient des forces adverses, d'où à la fin sortirait la victoire des vaincus, et elle-même commencerait à travailler à sa nouvelle défaite. La violence et la force ne construisent jamais. La violence et la force ne payent jamais les hommes. Elles ne peuvent que contenter ceux qui se satisfont avec du provisoire. Malgré toutes nos civilisations occidentales, nous n'avons pas cessé de nous satisfaire de provisoire. Il serait peut-être temps de penser à de l'éternel. Ne vous effrayez pas du mot, il ne désigne qu'un de vos sens, le plus naturel, une de vos habiletés qui vous est la plus sujette. Emploi de la grandeur. J'ai commencé à vous répondre un peu longuement sur la violence, plus longuement que vous n'en aviez parlé vous-même. Mais c'est que le sursaut de colère que vous avez eu devant votre poste TSF était le symptôme furtif, mais très grave, d'une grande maladie moderne. Une maladie de déshonneur. Cette inaptitude de l'homme actuel à se servir de moyens honorables, cette hémorragie de noblesse et de grandeur, qui très rapidement le vide, et c'est une espèce de bête qui reste devant le problème. Je voudrais que vous soyez les premiers à vous conduire en homme. Je ne m'adresse pas à vous par hasard. Vous êtes les seuls qui méritent que du fond de la détresse générale, on vous appelle.
car vous êtes les derniers possédants du sens de la grandeur. Vous êtes les seuls qui sachiez vivre avec des nourritures éternelles. Et cette forêt d'hommes que vous êtes, et qui ombrage si délicieusement la terre, si vous la laissiez s'enflammer des flammes de la violence, non seulement elle dévorerait tout, dans un incendie qui éclairerait de la mort les coins les plus secrets du monde, mais elle laisserait après elle des déserts où rien ne pourrait plus recommencer. Raison du pacifisme paysan. Je sais ce que vous allez me répondre. Vous êtes les soldats de toutes les guerres. On n'a jamais tué que des paysans dans les batailles. Les ouvriers n'ont pas le droit de prendre parti pour ou contre les guerres. Ou s'ils peuvent prendre parti, c'est humblement. Et nous insistons sur humblement, pour être toujours, et nous insistons sur toujours, contre toutes les guerres, et nous insistons sur toutes, car ils ne font pas la guerre. Et c'est même une comédie de les envoyer dans les casernes en temps de paix, car dès que la guerre éclate, on les retire des rangs qui s'avancent vers les mitrailleuses, et on les replace soigneusement dans les usines, où on en a besoin, pour fondre du métal, et usiner des pièces de guerre, des canons, des avions, des tanks, des chimies. L'ouvrier n'a pas le droit de parler de la guerre, il doit se taire, car, guerre ou paix, il ne change pas de métier, il ne change pas d'outil. On dit qu'il est plus utile avec son marteau qu'avec sa baïonnette. L'industrie où il travaille est une fonction naturelle de la guerre. Elle n'est jamais aussi prospère que dans la guerre. Vous voyez pourquoi il n'a pas le droit de parler, ou s'il en a le droit, il n'a que celui de parler contre. Vous voyez pourquoi, dans notre époque industrielle de 1938, les ouvriers, en bloc, n'en sont plus contre les guerres. Alors, qu'ils se taisent, s'ils sont honnêtes, puisque vous parliez tout à l'heure de déshonneur. Mais nous, le premier geste de la patrie, c'est de nous faire sauter la charrue des mains. Nous sommes plus utiles avec un fusil, paraît-il. Nos qualités, même, nous condamnent. Ils savent bien que notre travail de la terre n'est pas une spécialité, mais qu'il est le naturel de notre vie et de la vie de notre famille. Les champs ne restent pas déserts après notre départ, et croyez-moi, il n'est pas question de patriotisme si nos femmes se mettent à labourer, à semer, à faucher, si nos petits-enfants de 7 à 8 ans se mettent à gouverner courageusement des bêtes 20 fois plus grosses qu'eux. C'est tout simplement parce que le travail de la terre est notre vie, comme du sang, qui jusqu'à la mort, quoi qu'il arrive, doit faire le tour d'un corps, de partout, même s'il souffre. Ils savent bien que sans nous, la terre continuera à faire du blé pendant la guerre, mais sans l'ouvrier, l'usine ne ferait pas d'obus, car nous n'avons rien ménagé. Nous ne faisons pas un métier, nous faisons notre vie. Nous ne pouvons pas faire autre chose. Nous n'avons pas partagé notre vie entre le travail et le repos. Notre travail, c'est la terre, notre repos, c'est la terre, notre vie, c'est la terre, et quand nos mains quittent le mancheron de la charrue ou la poignée de la faux, les mains qui sont à côté de nous se placent tout de suite dans l'empreinte chaude des nôtres, que ce soit des mains de femmes ou d'enfants. Voilà les qualités qui permettent précisément qu'on soit si désinvolte avec nous et qu'on ne s'en fasse pas pour nous rateler tout de suite, tous, vers les casernes. Nous, paysans, nous sommes le front et le ventre des armées, et c'est dans nos rangs que les cervelles éclatent et que les étripaillements se déroulent derrière nos derniers pas. Alors, vous comprenez bien que nous sommes contre les guerres. La paix par la violence. Oui, et c'est vrai. Et le mouvement paisible de vos chants s'ajoute à vos cœurs paisibles, et la lenteur de ce que vous confectionnez avec de la graine, de la terre et du temps, c'est la lenteur même de l'amitié avec la vie, non pas seulement l'arroi fiévreux des batailles. Vous êtes la paix. Mais je ne vous aime pas depuis de longues années sans vous connaître. Si je vis au milieu de vous sans départir, c'est que je suis à mon aise parmi vos qualités et vos défauts, comme vous êtes à votre aise avec les miens. Vos désirs les plus secrets, je les connais. Vos projets les plus profondément enfoncés en vous-même, je les connais. Vous en avez de tellement enfouis profonds que maintenant vous êtes comme si vous ne projetiez rien. Et pourtant, vous allez peut-être d'ici peu brusquement agir, tous ensemble. Toute cette grande révolte paysanne, qui vous alourdit le cœur quand vous êtes penchés sur vos champs solitaires, je la connais, je l'approuve, je la trouve juste,
Mais je voudrais que vous soyez les premiers à accomplir une révolution d'hommes. Je voudrais qu'après elle, le mot paysan signifie honneur, que par la suite, on ne puisse plus perdre confiance dans l'homme grâce à vous, que pour la première fois on voit, engagés contre tous les régimes actuels, la noblesse et l'honneur vaincre la lâcheté générale. C'est bien ce que vous projetez de faire, je le sais, et j'entends depuis quelque temps germer en vous des graines qui vont bientôt éclater et vous grandir comme des arbres au-dessus des autres hommes. Mais vous voulez le faire par la violence. Je sais que vous avez toutes les excuses de penser à la violence. Elle ne fait pas partie de votre nature, on vous l'a apprise et c'est logique, au fond, que vous vous mettiez soudain à vous en servir contre ceux qui vous ont obligé à l'apprendre. Ce que j'en dis n'est pas pour les protéger, je les déteste plus que vous. C'est pour que leur défaite soit éternelle, c'est pour que votre victoire soit éternelle, qu'elle abolisse totalement les temps présents et que l'on puisse plus penser à y revenir.